Il ne savait presque pas lire. Renvoi après renvoi, 5 écoles, 5 échecs. Et pourtant, c'est lui qui finira par redéfinir la lumière. Ansel Adams. Un enfant dyslexique devenu le maître absolu du noir et blanc. Un autodidacte qui transforma un simple appareil photo en équation. De la musique, il a gardé la rigueur. De la nature, il a tiré la vérité. Et de son handicap, il a fait une arme. Il a prouvé qu'on peut influencer la politique avec des images, qu'un cliché peut protéger une montagne et qu'un regard peut valoir 1 million. Bienvenue dans le 6e épisode de la série Savoir et succès, 100 autodidactes millionnaires. Voici l'histoire de l'homme qui calcula la lumière, Ansel Adams. Le 20 février 1902, à San Francisco, naît Ansel Easton Adams. Sa famille appartient à la bourgeoisie progressiste de la côte ouest. Son père, Charles Hitchcock Adams, est un homme cultivé, ingénieur de formation et passionné de musique. Sa mère, Olive Bray, issue d'une famille religieuse stricte, impose une éducation morale rigide. Entre les deux, Ansel grandit dans une atmosphère à la fois intellectuelle et exigeante. Mais très tôt, quelque chose déraille. À l'école, le jeune Ansel ne parvient pas à suivre. Les lettres dansent, les mots s'embrouillent, les phrases perdent leur sens. À une époque où la dyslexie n'est ni comprise ni reconnue, il est simplement perçu comme un enfant dissipé, incapable de se concentrer. Il est renvoyé par plusieurs établissements, parfois pour indiscipline, parfois simplement pour inaptitude scolaire. À 12 ans, il a déjà connu 5 renvois successifs. L'administration le considère comme un élève irrécupérable. Sa mère, humiliée, s'éloigne. Son père, au contraire, refuse l'abandon. Charles Adams prend alors une décision radicale. Il retire son fils de l'école et lui organise une éducation à domicile. Pas de punition, pas de programme imposé, mais un apprentissage fondé sur la musique, la lecture libre et l'observation de la nature. Le père lui enseigne aussi les mathématiques, la discipline intellectuelle et l'art du travail bien fait. Ansel se plonge alors dans un autre langage, la musique. Il apprend le piano avec une rigueur quasi militaire. Il s'entraîne des heures durant, reproduisant les œuvres de Beethoven et de Chopin. Il dira plus tard « La discipline du piano m'a tout appris sur la structure et la clarté. Ce que je n'ai pas pu apprendre dans les livres, je l'ai trouvé dans les sons. La musique devient son refuge, mais aussi son école. Elle m'y impose une méthode, un rythme, une exigence. Des qualités qui formeront plus tard la base de son approche photographique. Adams développe une mémoire exceptionnelle et un sens aigu de la nuance. Sa dyslexie, loin de disparaître, le pousse à penser en images, à percevoir le monde non pas par les mots, mais par les formes, les ombres et la lumière. Cette sensibilité visuelle s'éveille pleinement en 1906, lorsqu'un événement tragique bouleverse sa vie, le grand tremblement de terre de San Francisco. La maison familiale est sévèrement endommagée et le jeune Ansel, alors âgé de 4 ans, est projeté au sol par la secousse. Il se brise le nez sur un mur. Cette cicatrice, qu'il gardera à vie, deviendra presque symbolique. Le visage d'un enfant marqué par la violence du monde, mais toujours debout. Privé d'amis, isolé par sa différence, Ansel trouve dans la nature californienne un territoire de liberté. Il arpente les dunes, observe les couchers de soleil sur le Pacifique et passe des heures à contempler les reliefs. Son père l'emmène souvent en excursion dans la région de Golden Gate et sur les pentes du mont Tamalpais, à quelques kilomètres au nord de San Francisco. Là, il découvre ce que les livres ne peuvent pas lui offrir, la symétrie des paysages, le jeu des ombres sur les rochers et la lumière changeante de l'océan. En 1914, à 12 ans, il entre brièvement dans une petite école privée, Mrs. Kate Wilkins Private School, mais l'expérience tourne court. L'enseignement rigide le replonge dans l'échec. Charles Adams décide alors de poursuivre l'éducation à domicile, convaincu que la curiosité naturelle de son fils vaut mieux que n'importe quel diplôme. Cette liberté intellectuelle devient décisive. Ansel lit ce qui le passionne, la botanique, la géologie, les sciences naturelles. Il commence à tenir un carnet d'observations sur le temps, les nuages, la couleur du ciel. Ce regard scientifique et poétique à la fois deviendra sa signature. En 1915, il visite l'exposition universelle de San Francisco, un événement qui célèbre la reconstruction de la ville après le séisme. Il y découvre les premières photographies de paysages en grand format, notamment celles de Carlton Watkins et Edward Muybridge. Il est fasciné
Ces images y révèlent la puissance du réel, mais aussi quelque chose d'invisible, l'esprit du lieu. Un an plus tard, en 1916, son père lui offre un appareil photo, un Kodak Brownie numéro 1. C'est un modèle simple, presque jouet, mais pour Ansel, c'est une révélation. Cet appareil devient son nouveau piano, et la lumière, sa partition. À 14 ans, il réalise ses premiers clichés lors d'un voyage en famille dans la vallée de Yosemite. Le décor est grandiose, falaises de granit, forêts denses, chutes d'eau vertigineuses. Ansel est bouleversé. Il écrira plus tard « Ce jour-là, j'ai compris que je ne voulais plus seulement voir la nature, je voulais la traduire. » Travers le viseur, le jeune homme découvre un langage qu'il comprend enfin sans effort, la géométrie des formes, le contraste du ciel et de la roche, l'harmonie silencieuse du monde. Ce moment, souvent décrit comme une illumination, marque la fin de l'enfance et le début d'une vocation. Derrière le garçon renvoyé, il y a désormais un œil. Un œil qui ne lit pas les mots, mais qui lit la lumière. L'année 1916 marque un tournant décisif dans la vie d'Ansel Adams. Il a 14 ans lorsque son père décide de l'emmener pour la première fois dans la vallée de Yosemite, au cœur de la Sierra Nevada. À cette époque, ce parc national, créé en 1890, reste un territoire sauvage, difficile d'accès, mais mythique pour les amoureux de la nature américaine. Ce voyage est un cadeau, une respiration. Le jeune Ansel, jusqu'alors enfermé dans ses échecs scolaires, découvre un univers à la mesure de son imagination. Devant lui, les falaises de granit du Half Dome, les pins géants de Mariposa Grove et les cascades de Yosemite Falls s'élèvent comme des cathédrales naturelles. C'est ici que tout commence. Dans ses mains, un simple Kodak Brownie numéro 1, appareil rudimentaire doté d'un viseur approximatif et de films de petit format. Mais pour Ansel, c'est un instrument magique. Il photographie sans relâche, explorant les sentiers, les rivières et les sommets. Il n'a reçu aucune formation. Tout ce qu'il sait, il l'apprend seul, par essai et erreur. Chaque cliché devient une leçon. Lorsqu'il rentre à San Francisco, il développe ses premiers tirages dans la petite salle de bain familiale transformée en laboratoire. Les images sont maladroites, surexposées parfois. Mais l'essentiel est déjà là. Un regard précis, attentif à la lumière, au relief, à la texture du monde. L'année suivante, il rejoint le Sierra Club, une organisation environnementale fondée à la fin du XIXe siècle par John Muir, pionnier du mouvement écologique américain. Le club gère un chalet à Yosemite, le Lecomte Memorial Lodge, où Adams obtient un emploi saisonnier de gardien. Il passe désormais ses étés en montagne, entouré d'alpinistes, de naturalistes et de militants. Ce contact prolongé avec la nature sauvage le transforme. Il commence à tenir un journal photographique, notant avec minutie les conditions de lumière, les réglages, les heures précises des prises de vue. Cette habitude, qu'il conservera toute sa vie, annonce déjà sa future méthode scientifique. En 1919, il fait l'ascension du Mount Lyell, le plus haut sommet du parc, avec un lourd appareil à plaque de verre, 6x8. La rigueur physique de la montagne façonne son tempérament. Concentration, patience, précision. À cette époque, il pense encore devenir pianiste professionnel. Mais quelque chose change. Il dira plus tard « Quand je découvrais un paysage parfait, je sentais la même émotion que lorsque je jouais un accord juste au piano. » Entre 1920 et 1925, Adams vit une double vie, musicien classique à San Francisco, photographe amateur dans la Sierra. Il perfectionne sa technique, expérimente différents appareils et formats, apprend les principes chimiques du développement. Il étudie les œuvres de Paul Strand, Alfred Stieglitz et Edward Weston, des photographes qui cherchent à faire reconnaître la photographie comme un art à part entière. Cette période d'apprentissage est marquée par une recherche intérieure. Comment concilier la spontanéité de la nature avec la rigueur de la composition? Pour lui, l'image n'est pas une copie du réel, mais une traduction émotionnelle de la lumière. En 1922, il publie ses premières photos dans le bulletin du Sierra Club. Ces images sont déjà très différentes des cartes postales romantiques de l'époque. Horizon net, contraste tranchant, composition millimétrée. Le public remarque cette singularité. Son style naît dans le silence. En 1925, Adams fait un choix décisif. Il abandonne la carrière musicale pour se consacrer entièrement à la photographie. La décision est douloureuse, il a étudié 10 ans le piano, mais il comprend que sa véritable voie passe par l'image. Il écrit à un ami
La musique m'a appris la structure, mais la montagne m'a appris la lumière. À partir de là, il s'équipe sérieusement. Chambre photographique 8x10, trépied, filtres colorés, plaques en verre. Ces outils, encombrants et complexes, l'obligent à une lenteur volontaire. Il ne déclenche plus par instinct, mais par conviction. Chaque image devient le résultat d'un raisonnement précis. C'est dans ce contexte qu'en 1927, lors d'une expédition au Yosemite, il réalise le cliché qui changera sa vie, Monolith, The Face of Half Dome. Ce jour-là, il gravit les sentiers escarpés de la montagne, portant près de 20 kg de matériel. Arrivé au sommet, il contemple le Half Dome, cette paroi de granit emblématique qui se dresse à plus de 2600 mètres. Le ciel est clair, mais la lumière, trop uniforme, lui semble sans relief. Alors, il place sur son objectif un filtre rouge foncé, une technique audacieuse pour l'époque. Ce filtre absorbe une partie du spectre lumineux et renforce le contraste entre le ciel et la roche. Il expose soigneusement la plaque, calcule la durée, vérifie l'inclinaison. Le résultat est saisissant, une image d'une pureté radicale où le ciel devient noir et la montagne d'une blancheur presque métaphysique. Pour la première fois, Adams parvient à exprimer non seulement la beauté du lieu, mais l'émotion de la lumière elle-même. Il dira « Je sentais que je tenais quelque chose d'intemporel. Ce n'était pas une photo de rock, c'était une expression de foi. » Monolith marque la naissance de sa véritable carrière. La photographie, d'une rigueur technique impeccable, révèle aussi une maîtrise intuitive du contraste et de la tonalité qui étonne ses pairs. Elle sera plus tard considérée comme une des œuvres fondatrices du mouvement F64, que Adams créera avec Edward Weston et Imogen Cunningham quelques années plus tard. Mais surtout, cette image symbolise l'union de la science et de la sensibilité, la rigueur mathématique, héritée de la musique, et la foi absolue dans la lumière, héritée de la nature. Le garçon dyslexique est devenu un artisan de la vision, et dans les roches de Yosemite, il vient d'inventer une nouvelle grammaire du réel. Au tournant des années 1930, Ansel Adams n'est plus seulement un photographe prometteur. Il devient un scientifique de la lumière. Loin des salons mondains, il passe des heures dans sa chambre noire, à étudier la réaction chimique des sels d'argent, à mesurer le contraste entre l'ombre et la clarté, à noter chaque variable comme un chercheur obsédé par une équation sans fin. Depuis ses débuts dans le parc de Yosemite, Adams a compris que la lumière n'était pas un hasard, c'était une matière vivante. Elle obéissait à des lois, à des rythmes, à des intensités, qu'il voulait maîtriser comme un compositeur dirigeant un orchestre invisible. C'est cette rigueur, héritée de sa formation musicale, qui allait transformer sa carrière et la photographie tout entière. La rencontre décisive avec Paul Strand. En 1930, Ansel fait une rencontre déterminante. Paul Strand, un photographe new-yorkais qui milite pour une photographie pure, libérée de tout artifice pictural. Jusqu'ici, Adams mélangeait encore les styles, influencés par les peintres impressionnistes et les procédés romantiques du XIXe siècle. Mais Strand lui montre une autre voie, celle de la précision, de la netteté absolue, du réalisme brut. Il découvre dans les négatifs de Strand une puissance nouvelle, une vérité photographique qui ne dépend ni de la couleur ni du flou, mais de la composition et du contraste. Cette rencontre le marque profondément. Ansel décide de se concentrer entièrement à la photographie pure, celle qui fait parler la nature sans la trahir. Naissance du groupe F64. En 1932, Ansel cofonde à San Francisco, avec Edward Weston, Imogen Cunningham, Willard Van Dyke et d'autres artistes, le groupe F64. Leur nom réfère à l'ouverture le diaphragme minuscule F64 qui permet une profondeur de champ extrême et une netteté parfaite sur toute l'image. Ce choix technique devient un manifeste. Le groupe F64 défend une vision de la photographie comme art de la précision, refusant les effets picturaux pour célébrer la pureté de la réalité. Ansel Adams publie alors certaines de ses œuvres les plus marquantes. Monolith, The Face of Half Dome, 1927 mais réinterprété dans cette période. Clearing Winter Storm, 1937. Moonrise, Hernandez, New Mexico, prise en 1941, développée plus tard.
Ces images ne sont pas des simples paysages, elles sont pensées, calculées, construites. Adams parle désormais de ces clichés comme d'interprétation visuelle de la lumière. Mais le perfectionniste en lui n'est pas satisfait. Il veut que chaque photographe puisse reproduire fidèlement ce qu'il voit sans dépendre du hasard. C'est alors qu'il conçoit, avec Fred Archer, une méthode révolutionnaire, le système des zones. Développé vers 1939, ce système repose sur un principe simple en apparence. Diviser l'échelle de luminosité en 11 zones, de 0 à 10, du noir le plus profond au blanc pur. Grâce à ce modèle, le photographe peut mesurer, anticiper et contrôler la densité du négatif et l'exposition de chaque portion d'image. C'est une véritable révolution technique. Le système des zones transforme la photographie en science exacte, tout en conservant son âme artistique. Désormais, la prise de vue n'est plus un pari, mais une démonstration de maîtrise. Le photographe devient un ingénieur de la lumière. Ansel dira plus tard « Le négatif est la partition, et le tirage, la performance ». Cette phrase restée célèbre résume toute sa philosophie. La photographie n'est pas un enregistrement du réel, mais une interprétation fidèle à la fois technique et émotionnelle de ce que l'œil ressent face au monde. Reconnaissance et engagement. En parallèle de ses recherches, Ansel Adams s'engage pour la protection des paysages américains. En 1934, il devient membre du Sierra Club, dont il dirige plus tard la section photographique. Ces images servent à documenter la beauté des parcs nationaux et à convaincre les autorités de leur importance écologique. Ces photographies circulent dans les revues, les expositions, les institutions politiques. Grâce à lui, le parc national de Kings Canyon, en Californie, est officiellement créé en 1940. Le Congrès américain cite directement ces images comme preuve de la valeur naturelle du site. C'est l'une des premières fois dans l'histoire où la photographie influe concrètement sur une décision politique de protection environnementale. La reconnaissance du génie. À la fin de cette décennie, Ansel Adams n'est plus un marginal, il est reconnu comme le maître de la lumière. Son approche mathématique du contraste, son système des zones et sa capacité à transformer un paysage brut en œuvre éternelle font de lui une légende vivante. Pourtant, il reste fidèle à ses valeurs, rigueur, humilité et respect de la nature. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'approche, il continue à enseigner et à publier, convaincu que la beauté peut être une forme de résistance. En 1942, alors que le monde sombre dans la guerre, Ansel Adams prend une décision inattendue. Plutôt que de documenter le conflit, il tourne son objectif vers une autre forme de combat, celui de la dignité humaine et de la nature menacée. Le camp de Manzanar, un tournant moral. Cette année-là, les États-Unis internent des milliers de citoyens d'origine japonaise après l'attaque de Pearl Harbor. Ansel Adams, profondément choqué par cette injustice, obtient l'autorisation de photographier l'un de ces camps, Manzanar, situé dans la vallée de l'Owens, en Californie. Entre 1943 et 1944, il y réalise des centaines de clichés bouleversants. Contrairement aux photographes de guerre traditionnels, Adams choisit la lumière comme instrument de dignité. Ces images ne montrent pas la souffrance brute, mais la résilience, des visages calmes, des montagnes en arrière-plan, des gestes simples chargés d'humanité. En 1944, il publie le livre Born Free and Equal, une œuvre courageuse pour l'époque. Ce recueil, accompagné d'un texte humaniste, dénonce implicitement le racisme et défend le principe fondamental d'égalité. Le geste lui coûtera cher, une partie du public conservateur le condamne. Mais il assume. Pour lui, l'art n'a de sens que s'il sert la vérité. Des décennies plus tard, ces clichés de Manzanar seront reconnus comme des témoignages essentiels de la conscience américaine. Le photographe des parcs nationaux. Après la guerre, Adams retrouve ses montagnes, ses forêts, ses ciels immenses. En 1946, il reçoit une bourse de la Guggenheim Foundation qui lui permet de parcourir les États-Unis pour photographier les parcs nationaux. Pendant près de 10 ans, il sillonne le pays, le Grand Teton, le Yellowstone, le Glacier, le Grand Canyon et bien sûr Yosemite, son sanctuaire. Il transporte son matériel volumineux, souvent plus de 40 kg de chambres photographiques, trépieds, filtres, plaques de verre, pour capturer la perfection naturelle.
Ces expéditions donneront naissance à certaines de ses œuvres les plus emblématiques. The Tetons and Snake River, 1942, Mount McKinley and Wonder Lake, 1947, et Spence, Northern New Mexico, 1958. Ces photographies circulent dans les musées, les universités, les agences gouvernementales. Elles ne sont pas seulement admirées, elles servent à tout outil politique. Grâce à son travail, le public américain prend conscience que ces landscapes ne sont pas éternels, qu'ils peuvent disparaître sous les bulldozers et les barrages. Adams devient ainsi le photographe des parcs nationaux, le témoin privilégié d'une Amérique sauvage qu'il veut préserver. Le pédagogue de la lumière. Mais Ansel ne se contente pas de photographier, il veut transmettre sa méthode, enseigner la rigueur technique à la nouvelle génération. En 1946, il fonde le Department of Photography and the California School of Fine Arts, aujourd'hui San Francisco Art Institute. Il y forme de jeunes talents, parmi lesquels Minor White, Imogen Cunningham, Dorothea Lange ou encore Edward Weston. Son enseignement se repose sur un double principe, la maîtrise scientifique du médium et la sincérité émotionnelle du regard. La même année, il publie ses premiers ouvrages pédagogiques, dont Camera and Lens, The Negative et The Print, devenus des manuels de référence dans le monde entier. Ces livres codifient le fameux Zone System et établissent un langage universel pour comprendre la lumière, l'exposition et le développement. Grâce à lui, la photographie entre à l'université. Elle cesse d'être perçue comme un loisir ou un artisanat pour devenir une discipline artistique et scientifique à part entière. La consécration. Durant les années 1950 et 1960, Ansel Adams atteint la reconnaissance internationale. Ses expositions à New York, Chicago et Londres attirent des milliers de visiteurs. Ses tirages se vendent à prix d'or, collectionnés par les musées et les galeries. En 1966, il reçoit la médaille du Sierra Club, la plus haute distinction de l'organisation environnementale qu'il sert depuis plus de 30 ans. Son nom devient un synonyme d'engagement écologique et d'excellence photographique. Mais après cette gloire, Adams reste fidèle à sa mission. Défendre la nature. Il continue de dénoncer la destruction des forêts, la pollution et la surindustrialisation. Dans ses conférences, il rappelle inlassablement que chaque landscape est un poème en danger. Son œuvre devient une arme douce, une propagande de la beauté contre l'indifférence. L'homme derrière la légende. En privé, Ansel est un homme simple, rigoureux, perfectionniste à l'excès. Ses proches racontent qu'il pouvait passer des semaines à retoucher un seul tirage, à ajuster la densité d'un nuage ou l'intensité d'une ombre. Chaque détail comptait. Pour lui, la photographie n'était pas une image, c'était une émotion calibrée. Sa femme, Virginia Best Adams, qu'il avait épousée en 1928, partageait son amour pour Yosemite. Le couple vivait entre leur maison familiale à Carmel Highlands et le parc où Ansel possédait un petit studio. Ce lieu si historique, aujourd'hui historique, deviendra plus tard le centre Ansel Adams Gallery, dédié à son héritage. À la fin des années 1960, Ansel est à la fois une légende vivante et un gardien d'un monde en voie de disparition. La modernité avance, les villes grandissent, les forêts reculent. Mais lui, fidèle à son credo, continue de croire que la lumière peut sauver la nature, à condition de la regarder avec respect. À la fin des années 1960, Ansel Adams a 67 ans. Son nom est déjà entré dans la légende, mais il ne se repose pas. Il continue de photographier, d'écrire, d'enseigner. Pour lui, la retraite n'a jamais été une option. Tant que la lumière existe, il y a quelque chose à révéler. Un environnementaliste avant l'heure. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans une ère industrielle sans précédent, Adams se bat de plus en plus pour la préservation de la nature. Le monde découvre la pollution, les marées noires, la déforestation. Lui, depuis des décennies, alerte à sa manière, non pas avec des discours, mais avec des images. En 1969, il collabore avec le Sierra Club pour une série d'expositions itinérantes appelée « This is the American Earth ». Chaque tirage, chaque panorama, devient un argument visuel pour convaincre le public et les politiques. Ces expositions influenceront directement la création de nouvelles zones protégées et contribueront à la montée du mouvement écologique américain. Adams n'est pas un militant radical, mais un pédagogue de la nature. Il explique que la photographie, en rendant visible la beauté fragile des paysages, peut transformer la conscience collective. Quand les gens voient ces montagnes, disait-il, ils comprennent ce qu'ils risquent de perdre. Reconnaissance nationale.
En 1974, le Metropolitan Museum of Art de New York lui consacre une grande rétrospective. C'est une consécration totale. Plus de 150 œuvres retracent son parcours, de Monolith, The Face of Half Dome, 1927, jusqu'à ses dernières vues du désert du Nouveau-Mexique. Le Press le qualifie de pape de la photographie américaine. Cette même année, il publie Images 1923-1974, un recueil somptueux qui résume 50 ans de création. L'ouvrage connaît un succès mondial et assoit définitivement sa place parmi les maîtres du XXe siècle. Dans les années qui suivent, les distinctions s'enchaînent. En 1980, il reçoit la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis, remise par le président Jimmy Carter. En 1981, il est élu Fellow de la American Academy of Arts and Sciences. Et en 1983, la Bibliothèque du Congrès consacre une exposition permanente à ses archives. Mais malgré tous ces honneurs, Adams reste profondément modeste. Dans ses carnets, il écrit « Je n'ai jamais photographié pour la gloire, mais pour la gratitude ». Les années 1980 marquent un ralentissement. Le corps fatigue, la vue baisse, mais l'esprit reste vif. Depuis sa maison de Carmel Islands, face à l'océan Pacifique, il continue à imprimer ses négatifs et à former de jeunes photographes. Il s'intéresse de près à la photographie couleur, même s'il confine n'y pas ressentir la même intensité émotionnelle que dans le noir et blanc. Pour lui, la couleur disperse la pensée là où le noir et blanc la concentre. En 1981, il commence à digitaliser une partie de ses archives avec l'aide du Center for Creative Photography de l'Université de l'Arizona, qu'il avait contribué à fonder quelques années plus tôt. Il anticipe déjà le futur de l'image, conscient que la technologie va bouleverser la création artistique. Sa dernière grande série photographique est dédiée au parc national Yosemite, son premier et dernier amour. Les images sont plus sobres, plus méditatives. On y sent le poids des années, mais aussi une paix intérieure absolue. Le 22 avril 1984, Ansel Adams s'éteint paisiblement chez lui à Carmel, à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui plus de 40 000 négatifs, des dizaines de livres et un héritage artistique qui continue de façonner la photographie contemporaine. Un héritage intemporel. Aujourd'hui encore, le nom d'Ansel Adams est synonyme d'excellence et de rigueur. Son zone système est enseigné dans toutes les écoles de photographie. Ses tirages sont conservés dans les plus grands musées du monde, du MoMA à la National Gallery of Art. En 1985, un an après sa mort, le mont Ansel Adams est officiellement baptisé en son honneur dans la Sierra Nevada. Son image figure sur un timbre commémoratif et son influence traverse les générations. Les grands photographes contemporains, Sebastian Salgado, Michael Kenna ou Edward Burtynsky, reconnaissent tous avoir été façonnés par sa vision. Pour eux, Adams a fait plus qu'inventer un style, il a donné une éthique à la photographie. L'idée qu'une image doit servir le vrai, le beau et le juste à la fois. L'homme qui calcula la lumière. Plus qu'un artiste, Ansel Adams fut un traducteur de la nature. Il ne se contentait pas de voir, il comprenait la lumière, la mesurait, la modelait, jusqu'à ce qu'elle devienne langage. Ce langage, il l'a offert au monde. De la dyslexie à la légende, son parcours demeure une leçon universelle. Le savoir n'est pas toujours à l'école, et le succès n'appartient pas qu'aux diplômés. Quand les mots deviennent confus, je me tourne vers la photographie. Quand les images deviennent insuffisantes, je me contente du silence. Ansel Adams.